Bonsoir monsieur. Je commencerai par rappeler que la zone euro est la zone au monde où la croissance est la plus faible et où le taux de chômage est le plus élevé. Nous pouvons souligner la forfaiture du référendum de 2005 où une large majorité de Français se sont prononcés contre le projet de constitution européenne car ils n'avaient de toute évidence pas compris le projet magnifique de cette formidable construction démocratique qui piétine allègrement la volonté populaire et l'esprit de la Ve République, puisqu'on nous a resservi, certes en changeant 3 points virgule, la substance du projet constitutionnel dans le traité de Lisbonne. Ne pensez-vous pas que l'euro, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, finira par s'effondrer et que l'UE, comme tous les empires depuis 3000 ans, finira par disparaître? Deuxièmement, vous avez parlé d'intérêt général européen. Quel est-il dans un système qui réunit 28 États aux intérêts nationaux qui divergent dans tous les domaines? Je vous remercie. Je prends cette question comme un stimulus intellectuel ou une amicale provocation, les deux à la fois peut-être. Non, s'agissant du traité constitutionnel de 2005, le peuple français s'est exprimé. Il s'est exprimé très clairement, très nettement. Il a dit non à un traité que pour ma part je soutenais ardemment. Je le soutenais non seulement ardemment, mais j'en ai même été un des auteurs, puisque j'étais un des membres de la Convention européenne. Et je considère encore aujourd'hui que c'est en partie une occasion manquée, parce qu'il y avait dedans des éléments de démocratie qui n'existent pas aujourd'hui. Mais quand un peuple se prononce, il faut le respecter absolument. Et j'ai été le premier, le soir de ce référendum, à dire que ce traité ne revivrait pas, qu'il était mort, et qu'il fallait inventer autre chose. Bon, pour le reste, non, je pense que l'euro est une construction solide, une construction stable, une construction qui, franchement, aujourd'hui, ne doit nourrir aucune nostalgie par rapport à ce qui existait auparavant. Et je pourrais faire ce débat, je l'ai déjà fait souvent, avec ceux qui sont des grands critiques de l'euro. Je pense qu'ils se trompent largement sur beaucoup de points. D'abord, par exemple, quand ils imaginent qu'il y avait plus d'inflation avant. C'est totalement faux. C'est même exactement l'inverse. J'imagine aussi ce qui se produirait aujourd'hui si on ajoutait à la spéculation financière internationale une spéculation financière intra-européenne. Je garde le souvenir de l'époque où j'étais un jeune, haut fonctionnaire, au commissariat au plan, au début des années 90, et où, pour avoir une politique pour le coup du franc fort et pas de l'euro fort, comme nous n'avions pas les mêmes fondamentaux de l'Allemagne, nous étions obligés d'avoir des taux d'intérêt qui étaient de 5 points supérieurs à ceux de nos voisins. Représentez-vous ce que ça veut dire pour l'investissement et pour la croissance dans ces conditions-là. Je pense que l'euro est un facteur de solidité, de stabilité. Il ne faut pas se tromper d'ailleurs. C'est vrai que la construction européenne elle-même crée un doute, mais l'euro, lui, suscite une adhésion. Y compris dans les enquêtes d'opinion, on voit que ça reste extrêmement stable, au-dessus de 2 tiers d'adhésion, et c'est pas surprenant. C'est parce que les Français ne s'y trompent pas, les autres non plus. Le retour en arrière créerait évidemment beaucoup plus de difficultés que la situation actuelle ne crée davantage. Cela dit, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas se satisfaire de l'euro tel qu'il est. Il faut faire en sorte que la gouvernance de la zone euro soit meilleure. Il faut faire en sorte d'ajouter à la stabilité la croissance, d'ajouter la dynamique à cela. C'est indispensable, c'est même absolument vital. Pour le reste, l'intérêt général européen, je dirais qu'il y a 2 définitions. Il y a une définition qui est formelle. L'intérêt général européen, c'est ce qui est dans les traités. Et quand vous êtes membre de la Commission européenne, forcément, vous êtes gardien des traités. Et il y a une définition qui me plaît davantage, qui est plus philosophico-politique, c'est qu'est-ce que nous faisons ensemble. Et c'est l'idée que, unis, nous sommes plus forts. C'est qu'en rapprochant nos systèmes économiques, nos systèmes sociaux, en les harmonisant par le haut, et ça vaut notamment pour la fiscalité, eh bien on parvient à créer sur le continent une civilisation qui est plus puissante et qui continue de défendre des valeurs, les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de la paix, les valeurs de la démocratie, qui sont quand même un apanage, finalement pas tant de nations que ça dans le monde. Moi, je garde un souvenir, quand je suis arrivé au Parlement européen, je l'ai cité tout à l'heure, c'était en 94, j'ai ma première élection. 95, François Mitterrand, qui finissait sa vie politique et sa vie tout court, était venu devant le Parlement européen de Strasbourg. Il avait fait un grand discours. Il avait dit cette phrase: le nationalisme, c'est la guerre. On peut aimer ou pas François Mitterrand, mais quand vous voyez cet homme qui allait mourir, qui se tenait debout pour son dernier grand discours, et expliquer ça avec une expérience qui était une expérience de vie, moi ça m'a beaucoup marqué et je continue de croire ça très fortement. Alors ça ne suffit pas, encore une fois, mais c'est, oui, tout de même une civilisation, un modèle que nous devons défendre.